sur l'enseignement de théâtre, le GRET. Et le GRET, ça fait 3 ans qu'il existe. On a déjà fait un colloque international, on a déjà fait d'autres midi-GRET aussi, et des journées d'études. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir une équipe du Congo qui va nous parler un peu sur le théâtre social en République démocratique du Congo, solution dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une conférence qui fait partie de ce projet-là, Midi-GRET. L'idée, c'est à chaque session, on a aussi un Midi-GRET pour travailler les axes qui font partie de GRET, l'enseignement de théâtre, le théâtre social, la formation des enseignants, l'adaptation scolaire, la médiation culturelle, l'histoire de l'enseignement de théâtre, la théorie, l'évaluation, tous ces sujets-là qui font partie des axes des recherches du GRET. Et l'objectif, c'est toujours de rencontrer ou des artistes, des praticiens, ou des chercheurs qui pourront dialoguer sur ces sujets-là, liés toujours au théâtre, à l'enseignement, à la formation en théâtre. Et voilà, pour commencer, je vais inviter un collègue qui travaille à Oxfam, Maxime Allard, qui va nous présenter un peu ce projet-là. Le projet Bongo Tika, c'est soutenu aussi par Oxfam et c'est réalisé, organisé par Théâtre Étudiantaire. C'est avec le Théâtre Étudiantaire qu'on a commencé ce dialogue. C'est un partenaire qu'on a, ça fait longtemps, moi, avec le travail des recherches que je fais ici. Et voilà, j'invite Maxime Allard pour parler un peu sur ce projet-là. Donc, bonjour, Maxime Allard, je suis chargé de programme pour Oxfam Québec, ici à Montréal. Je m'occupe de projets principalement en Afrique. Je vais essayer de vous mettre un petit peu en contexte pour aller le plus rapidement possible vers les artistes qui nous visitent aujourd'hui et pourquoi ils sont ici et tout ça. Donc, Oxfam Québec, c'est une organisation de coopération internationale qui a une quarantaine d'années d'expérience et on travaille dans plus d'une centaine de pays avec la collaboration d'autres Oxfam dans le monde. On fait des programmes de développement, des programmes humanitaires, on fait aussi de l'éducation du public au Québec et au Canada et du plaidoyer au niveau national ou international. On a, dans le cadre d'un de nos programmes majeurs qui est implanté dans 10 pays très exactement, qui s'étale sur 5 ans, qui est un programme de coopération volontaire. Donc, on envoie des gens qualifiés de faire du renforcement de compétences de nos organisations locales en RDC et ailleurs en Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient. On a développé, en fait, en collaboration avec des partenaires du Sud, le Réseau des femmes chrétiennes du Congo, Atelier Théâtre-Action, qui sont ici aujourd'hui, et notre petit partenaire du Nord, Théâtre des Petites Lanternes, qui va faire une petite information tout à l'heure, développé un projet qui s'appelle Bongo Tika. C'est un projet sur 2 ans qui vise à changer les mentalités face aux violences faites aux femmes dans quelques communes, 4 communes de Kinshasa, qui est la capitale du Congo, un pays d'Afrique centrale. Peut-être mettre en contexte pourquoi on travaille sur la thématique des violences faites aux femmes. Je pense qu'on n'a pas beaucoup besoin de rappel ces temps-ci au Québec. Mais peut-être j'ai sorti quelques statistiques d'un des derniers rapports d'ONU Femmes sur le Congo, où on lui donne en rafale, 7,2% des postes de pouvoir sont occupés par des femmes, 52% des femmes sont survivantes de violences domestiques, 27% des femmes sont victimes de violences liées à la tradition, 39% des femmes ont été physiquement blessées, je me dis dans la dernière année, 39% des femmes dans la vingtaine ont été mariées avant 18 ans, et bien sûr le taux d'analphabétisme plus élevé, donc une vulnérabilité générale plus grande. Donc, avec le Théâtre des Petites Lanternes, qui a développé une méthodologie, on a été chercher, qui s'appelle la Grande Cahier des mots. On va passer une vidéo dès que je finis ma phrase. On a travaillé avec l'Atelier Théâtre-Action et le Réseau des femmes chrétiennes du Congo pour aller chercher des données ou des paroles brutes des gens. Donc, je vais laisser la vidéo parler à ma place. Donc, après ça, on va faire la suite.
sa femme mondiale Canada via Oxfam. Je vais sortir ma pâte et je commence à fabriquer. J'ai complété, je suis assurée de compléter mon petit. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. À fond. Qu'est-ce qu'on t'a parlé? Qu'est-ce qu'on t'a raconté par rapport à une violence? Par rapport à la violence, moi on m'a dit que ma grand-mère ne pouvait pas se mettre au même endroit là où se trouvait mon grand-père. C'est ça la violence. Votre théâtre va caricaturer vraiment la vie réelle sur des histoires vraies et on voudrait que ça puisse se poursuivre parce qu'il y a beaucoup qui ignorent et qui ont besoin de ces expériences pour changer les choses. Ça va juste. D'avoir une femme et ses parents devraient chercher pour lui une femme. Pourquoi? Parce que les sentiments du corps ici désignent en fait les désirs sexuels et cette incapacité-là d'être un continent. Il y avait l'histoire d'une dame qui a été abusée à l'âge de 5 ans. La lecture et le critique, c'est l'élément primordial qui pourrait faire marcher ce pays et éradiquer tout ce qui est violet comme ça. En tout cas, par rapport à ce que nous avons eu à lire ici, on a compris beaucoup de choses. Des choses qu'on pensait que c'était de la blague, mais maintenant, aujourd'hui, on a compris qu'il y a des gens qui vivent cela. Quant à moi, la violence a commencé au jardin d'Éden, lorsque Satan a vu qu'Ève était restée seule, alors Satan a profité de l'absence d'Adam pour aller tromper Ève. C'est pour cela qu'on peut dire que la violence vient du diable. Dans le passé, quand un homme travaille et qu'il paye, dès que la maman lui demande de l'argent, le papa va taper sur la maman. Ce n'est pas bien de considérer une femme comme les rideaux d'une maison. C'est comme s'il y a une chape de blanc encore jusqu'à ce jour qui empêche les gens de s'exprimer librement. On dirait qu'il y a un frein dans le domaine de l'expression des vrais problèmes quotidiens que vit la femme congolaise. La femme, sa place était à la cuisine, au champ et au lit pour faire des enfants. Et c'est vrai que la majorité de ce que j'ai lu, en tout cas, voit le passé comme étant un peu négatif, que le rôle de la femme était moindre, voilà. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, et je pense que la majorité de ce que j'ai lu voit qu'il y a une amélioration dans le rôle de la femme. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que demain nous réserve. Quand ton papa te prend seulement, il te dit, tu vas vivre avec ces vieillards. Tu n'as pas le choix, même si tu as 12 ans. Malgré qu'ils sont déprimés par le mal qui vit dans la société, mais l'espoir est toujours là. Qu'une vie meilleure est possible. Mais comment y arriver? Chacune de ces petites histoires a besoin d'être racontée et a raison d'être racontée. Et c'est le cumul de toutes ces histoires-là qui vont nous aider à construire le spectacle. Et ça nous donne l'éventail de toute la réalité quinoise aussi. Mais dans la projection de demain, c'est plus la fatalité qui est intervenue dans quelques fiches.
qu'on a consulté, mais en même temps, il y a eu beaucoup de vide. Quand on a lu ces jeunes personnes qui disent que, en tout cas, je prends l'engagement de ne plus violer, on s'imagine dans quel état il est. Et si c'était son bourgmestre qui lui disait ça? Pour combattre ce qui se passe actuellement dans la société, ce n'est pas l'affaire de la femme seule. Il nous faut lutter ensemble pour convaincre ce mal. « 810 carnets ont été remplis, de carnets d'histoires fascinantes, émotionnelles, qui nous a beaucoup et tous interpellés, chacun, j'espère, là où il était. Il y avait des colonels, il y avait des majors, il y avait vraiment des hauts gradés et les autres. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas revenir ne serait-ce qu'une fois par semaine? Et là, nous nous sommes dit que vraiment notre objectif a été atteint parce que le but c'était d'amener les gens à être confiants et de pouvoir nous donner leur parole. Avant, moi je n'étudiais pas non plus. Nous n'avions pas d'argent pour la nourriture et l'école. On vivait vraiment dans la misère. Aujourd'hui, avec des cycles de guerre dans un monde en pleine mutation, les différentes études ont démontré que la femme a joué un rôle salvateur pour maintenir l'équilibre dans la société. Elle était maltraitée parfois et tout ça mettait en péril notre éducation en tant qu'enfant parce que nous avions aussi besoin de vivre dans un monde confortable. Les mamans sont abandonnées sous le poids des charges de ménage. Les papas ne font presque plus rien. Tous les besoins des enfants sont assurés par les mamans. Ce que je trouve bien, c'est que finalement, on a réussi notre objectif d'avoir les paroles. Je ne peux que dire que j'ai bien hâte de voir la pièce qui va en ressortir et surtout de voir comment on va pouvoir répercuter cette pièce le plus possible pour que justement ça ait son impact, l'objectif final de changement de comportement. C'est ça l'objectif, c'est de montrer que avilir la vie de la femme n'est pas seulement avilir la femme comme individu, mais c'est avilir toute la communauté. Je voudrais que ce soit un cycle spécial qui va suivre ça, pour qu'il réalise que c'est une réalité qu'il ne faut pas banaliser. On va le tester avec la pièce de théâtre, la communauté va le valider et après ça deviendra un projet de société. C'est une expérience qui m'a marqué, voilà, et qui fera que désormais j'ai compris les enjeux de ce projet et surtout les enjeux de résultats qu'on veut atteindre, qui est un résultat assez important pour le changement dans la société. Un garçon qui a vu son père taper sa bête, il avait 5 ans. Une fille qu'on a violée à 5 ans et qu'il a connue à 45 ans, qui est devenue folle. Et cette fille vous parle. Donc pour moi, c'est une prière. Moi, chaque fois que je lis le texte, je me dis, je suis très privilégié. L'art social a pour rôle d'embraser le cœur et d'accoucher les consciences. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de violences. Ils sont dans un coin silencieux. Mais quand tu regardes la pièce, ça va. On ne va pas vous attaquer, mais on va vous demander d'en produire encore pour que le message passe et que les gens sachent à quel point ils peuvent venir frapper pour s'exprimer. Et j'espère que vous allez porter ce projet dans vos cœurs et en parler partout où vous avez une décision à prendre. Et pour parler davantage sur ces projets, j'invite la directrice artistique du Théâtre Petit Nanterre, Angèle Séguin. Alors bonjour, avant de laisser la parole à mes collègues quinois, je vais vous résumer un peu ce que vous avez vu dans le montage, donc le parcours de ce projet-là. Quand Oxfam nous a demandé d'être leur partenaire en art social, c'était pas déterminé qu'on allait travailler sur les violences faites aux femmes et aux filles, c'est vraiment sur le terrain,
avec les partenaires locaux que cette thématique-là a été ciblée. Et après, bon, oui, ensemble, on a convenu d'aller de l'avant. Maintenant, la grande cueillette des mots, c'est un processus d'art social, c'est une démarche théâtrale, mais qui est un processus extrêmement rigoureux, avec des étapes très précises que si on veut arriver à un résultat, on ne peut pas échapper. Et une des premières étapes, c'est vraiment d'abord de trouver nos partenaires terrain, nos partenaires autant sociaux qu'artistiques. Alors à Kinshasa, il y a eu le réseau des femmes chrétiennes congolaises, qui sont des femmes juristes. Et après ça, au niveau artistique, l'atelier Théâtre Action et Tisa Théâtre, qui sont avec nous aussi comme collaborateurs artistiques. L'autre étape, c'est, peu importe, en tout cas au Congo, on l'a vu ailleurs dans d'autres projets, au Brésil, en Haïti, quand on fait des projets comme ça, qu'est-ce qui va rester? Même en commençant, c'est de penser la pérennité. Comment l'art, comment la partie artistique peut assurer un pont pour qu'il y ait une pérennité du projet. Nous, les artistes, on le sait, le théâtre, c'est éphémère. On pense, les gens ont aimé, applaudissent, ils s'en vont, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on va semer de ça? Et la meilleure façon de vraiment enraciner, de vraiment faire percoler un projet comme celui-là, c'est la mise en place d'un comité de pilotage. Une grande cueillette ne se fait pas sans un comité de pilotage. À Kinshasa, on sait que l'accès au monde politique, aux instances, est extrêmement difficile, mais il fallait que le pont se fasse rapidement pour qu'on puisse vraiment soutenir le travail des artistes. Alors, rapidement, avec Oxfam et avec l'aide de l'ambassade du Canada, on a formé un comité de pilotage de très haut niveau. Ensemble, ils ont appelé la direction de l'ONU, la direction de l'UNESCO, la direction de la magistrature, de la police, de l'armée, les chefs coutumiers, tous les gens qui sont dans des endroits où ils peuvent nous aider à ouvrir des portes, des postes de direction. Et vous avez vu, le comité de pilotage, grosso modo, tout le monde n'était pas là, qui était là. Donc, quand ça c'est en place, on commence à parler au carnet, on commence à parler du processus d'écriture. Le processus d'écriture, c'est un carnet de paroles, vous avez vu. La thématique du carnet, sur quoi est-ce qu'on va écrire. Et vous avez vu dans les animations, c'est des rencontres animées. Les gens écrivent, mais avant, les artistes, animateurs, psychosociaux sont là pour animer la rencontre, favoriser l'ouverture et l'écriture après. Mais les carnets sont anonymes. Les gens ne partagent pas ce qu'ils ont dans leur carnet et ne le signent pas non plus. Alors, l'écriture est là. On a reçu à Kinshasa 3000 pages d'écriture, ce qui n'est pas rien. Alors, on a dû procéder après à la condensation, hein, c'est-à-dire comment on condense ces textes-là. On garde toujours les idées qui incluent les autres, non pas qui excluent, mais inclusives. On a fait une première condensation à Kinshasa, mais avant de faire la condensation, on a tout traduit les textes au français pour qu'on puisse tous comprendre la même chose. Condensation, après, on est reparti. Moi, je suis la co-auteure avec Marie-Louise Bibiche-Monbou. On écrit à 4 mains, donc 2 auteurs. On est arrivé ici, on a commencé à travailler sur ces pages d'écriture-là pour, je dirais, la façon d'écrire dans une grande cueillette, c'est un peu comme, je vais le dire de cette manière-là, une formule gravitationnelle. Alors, comment plus on lit, plus les idées principales vont s'aimanter ensemble, vont commencer à tourner ensemble, vont commencer à se rapprocher. Oups, là, on voit qu'il y a des histoires qui se construisent, sans jamais changer le texte qui est écrit. On a eu des bons échanges là-dessus. Nous, comme auteurs, on ne peut pas réécrire ce qui est là. On a le devoir de l'amener de la même manière qu'il est écrit. On ne peut pas dire j'aime ou j'aime pas, ce n'est pas notre responsabilité. On a seulement à se poser la question, ça a été écrit, ça doit être dit. Et c'est dans cette manière-là qu'on construit le texte. Maintenant, à 4 mains, on arrive presque à la fin de l'écriture. On a souhaité dans le projet avec Oxfam aussi que nos collègues congolais, que les artistes puissent venir travailler ici, chez nous. Pour différentes raisons, ils vous en parleront de l'impact de ce travail-là. Mais pour nous, c'est important qu'on soit ensemble pendant au moins 1 mois. Ce texte-là, même si on parle des paroles des gens qui l'ont écrit, Marie-Louise et moi, on avait besoin de les entendre le lire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est là? Est-ce que ça va être pertinent sur le terrain? Alors, c'est ce qu'on a fait, nous, du côté de l'écriture pendant 1 mois. Maintenant, je vais les inviter à vous adresser la parole. Vous pouvez venir nous rejoindre. Et partager un peu cette expérience-là d'1 mois avec nous, chacune, pour après vraiment aller dans un échange avec vous. Commentaires, questions, réactions, à eux, à vous, à Oxfam. J'invite les artistes à congolais pour prendre la parole, vous pouvez s'asseoir ici. Je vais pas prononcer, je vais essayer de prononcer bon nom, mais José Bou Diamanda, s'il vous plaît. Et Nana Mouzoua Boboto, s'il vous plaît. Pascal Ochocho, Bukaza.
Faustin Mambouillard Kambou, do Emmanuel Nozif Manouana, Nadine Tsigui Bombo, Lucie Dayar Vimy. Merci d'être là. Je vous invite à parler de l'impact de ce projet-là, mais aussi l'importance de cet échange entre Québec, Congo, et qu'est-ce que cette expérience vous apporte, parce que en tant qu'artiste, en tant que metteur en scène, costumière, des gens qui travaillent dans ce projet-là, qu'est-ce que cette expérience, l'impact de cette expérience. Je sais qu'hier, vous avez presque finalisé une partie avec une présentation publique, mais ça va continuer encore, la mise en scène. Mais on vous donne la parole 2 minutes pour chacun parler un peu, 2 minutes, et après on laisse la parole au public pour poser des questions. Okay? C'est libre, qui peut commencer. Parlez fort parce qu'on n'a pas de microphone. Pourquoi pas le metteur en scène? Ok. Bon, en fait, le projet ici, c'est une manifestation d'artistes face aux problèmes. On a dit qu'on ne peut pas rester inactif, des témoins inactifs devant un problème. Je crois que c'est une responsabilité de nous artistes de s'exprimer, d'élever la voix. Et dans les cas d'espèce, il s'agit d'être des caisses de résonance des victimes de violences faites à la femme et à la jeune fille, qui a pris de l'ampleur dans notre pays. Et la stratégie est de vraiment de rapporter, de faire des plaidoyers et de faire changer les choses. Je ne cesse de le dire que le théâtre, en soi, ne va pas changer les montages, je l'ai dit tout le temps, mais il peut contribuer à faire changer des bons comportements, des perceptions, des attitudes d'une société pour aller de l'avant. Parce que vous imaginez, chez nous, que ce soit dans notre tradition, la femme, c'est elle qui donne la vie. Elle a droit aussi à la protection. Et vraiment, c'est un miracle qu'on puisse lever la voix aujourd'hui. Et il fallait voir la réaction d'hier, après la représentation. Tout le monde, les corps, on a touché les cordes sensibles du public. Personne ne voulait partir. Et on restait jusqu'au tard, parler, commenter sur la pièce, sur de abus. Vraiment, il faut vivre ça. Je crois que je veux m'arrêter un peu, à un moment donné la parole aussi aux amis pour commenter. J'ai José. On va suivre, comme ça, c'est vrai. Oui, tu suggères comme ça, ok. Je peux dire pour ce projet, nous sommes à la fois artistes et militants. Parce que nous voulons militer pour cette cause-là. Angèle a dit tout à l'heure que ce sont des femmes qui se sont exprimées. Nous sommes là, nous sommes le porte-voix de ces femmes-là, faisant nous-mêmes aussi partie de ces femmes-là. Donc dans ce travail, ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas seulement pour ces femmes-là, nous le faisons pour nous-mêmes aussi, parce que nous sommes victimes. Si nous voulons dénoncer ça, parce qu'à un moment donné dans la vie, on dit trop c'est trop. Même pour des bonnes choses. Quand c'est trop, c'est trop. On ne peut pas rester dans ces conditions-là. Donc moi je peux dire que c'est une des raisons qui m'a poussé vraiment à entrer et à m'engager dans ces projets-là. Parce que ce que nous vivons dans notre pays, je crois que le comité de pilotage a bien fait aussi de choisir le théâtre. Parce que le théâtre étant déjà un art vivant, ça nous mettra encore face à face avec
les autres victimes et on ne fera que mieux passer les messages. Et nous savons, même ceux qui n'ont pas encore ouvert la bouche pour parler, il y a ceux qui sont contre ça. Mais par contre, il y a aussi certaines femmes qui sont encore là, je peux dire, dans la somnolence, mais par cet art-là, nous allons les réveiller. Ils sauront que la condition dans laquelle nous sommes en train de vivre n'est pas une condition normale. Et il faut se réveiller ensemble. Nous allons nous lever, dénoncer et changer les choses. Les mentalités, si je peux dire. Ok, moi je suis dans cette affaire comme organisateur. Donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est production sur le terrain. Vous avez vu dans la vidéo, je suis à la fois au four et au moulin. Moi je suis en train de dire à ces artistes que pour répondre à une invitation d'un chef, il faut bien s'habiller. Même pour s'habiller, c'est pas facile. Or, le problème, d'abord, le chef n'est pas accessible. Il faut préparer comment avoir cette invitation, que l'invitation vous arrive, et comment répondre à cette invitation-là. Donc le thème est tellement violent, le problème est vrai, les difficultés sont énormes. Pendant cet atelier, nous avons essayé de découvrir quelles sont les stratégies utilisées ici pour que cette parole arrive aux bénéficiaires et que les bénéficiaires aient la possibilité d'accéder au banquet du chef. Est-ce qu'il faut se maquiller? Il faut se coiffer? Il faut avoir des chaussures ou quoi? Parce que cette personne qui est victime n'en a pas. Voilà comment nous contribuons avec ces genres de théâtre qui est réel, qui est vivant, qui est concret, qui est parfois embêtant et choquant, pour que le message arrive, non seulement qu'avec le dessinateur, mais au moins que les gens se rendent en compte et prennent la décision d'agir. Merci. Merci. Moi, c'est Faustin Kambou. J'ai été particulièrement intéressé par ce projet parce que, effectivement, je suis non seulement artiste et comédien, mais je suis aussi enseignant de théâtre. Dans la seule institution d'enseignement du théâtre au niveau supérieur, n'est-ce pas, en Afrique centrale, en RDC, l'Institut national des arts. Et lorsque je sillonne le mail, les adresses à travers le monde, les universités, conçoivent les slogans, ou les devises, entre guillemets, on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'art ». Et alors je me dis, pourquoi venir à l'université apprendre le théâtre? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il faut avoir un objectif, n'est-ce pas? Et je me dis, le théâtre aujourd'hui ne doit pas être l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est déjà dépassé. Il faut que l'art soit utilitaire. Et l'utilité de cet art-là, l'art de spectacle, le théâtre, c'est justement de foncer là où les autres ne peuvent pas aller et dire des choses à haute voix, là où les gens peuvent dire à voix basse, l'acteur de théâtre le dit à haute voix. Parce que, pour paraphraser, compléter ma soeur à ma droite, nous sommes les porte-voix des sans-voix, n'est-ce pas? Ceux qui ne peuvent pas dire tout haut, ceux qu'ils ressentent, ceux qu'ils supportent, ceux qu'ils vivent, et nous sommes là pour dénoncer certains effets. C'est pourquoi je me dis, des étudiants, des chercheurs, il faut aller justement sur ces pistes, beaucoup de thèmes. Angèle l'a dit, beaucoup de thèmes sont là, devant nous. Cherchons. Voyons comment nous pouvons contribuer à améliorer les conditions de l'homme. De l'homme, je dis bien de l'homme. Et quand je dis l'homme, il s'agit de l'homme total, homme et femme, n'est-ce pas? Parce que la société est faite de cela. Ouais, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter lorsque les amis ont pratiquement tout épuisé? Mais il y a toujours quelque chose à dire parce que personne ne peut faire mieux que nous les artistes. Nous qui vivons sur le terrain, qui vivons au quotidien ces atrocités-là et qui sont faites, non pas aux étrangers, mais à nos propres mères, à nos sœurs, à nos enfants. Vous imaginez, vous avez un enfant à l'université qui a bien passé ses examens, ses TP, ses interros, mais qui ne passe pas les classes parce que les points doivent être sexuellement transmissibles. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est-à-dire, pour avoir des points, il faut être gentil avec le prof. Très gentil. Très, très gentil. Donc, si on n'a pas l'argent, il faut le sexe. Est-ce que c'est normal? Ou encore, la femme du voisin qui se fait tabasser toute la nuit. Donc, nous sommes sur le terrain, nous vivons cela au quotidien et nous nous disons, si nous ne levons pas la voix, personne ne le fera. Les lois sont là, elles existent, mais elles ne sont pas mises en application. Peut-être que c'est le moment de crier, de monter sur le toit et d'ameuter tout le quartier pour dire, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi nous avons choisi de prêter notre voix à ces femmes, à ces sœurs qui souffrent, à nos mamans qui souffrent, parce que finalement Dieu nous a donné ce don-là pour que ça serve à d'autres. Autrement, comme disait mon collègue, à quoi bon? À quoi bon pratiquer le théâtre si c'est simplement pour faire rire les autres? Donc la situation est grave dans ce pays-là. Elle est grave. Quand vous regardez dans une vidéo, vous avez l'impression que c'est... Bon, voilà, c'est des gens qui cherchent une occupation. Mais allez sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Des filles qui sont violées au quotidien, surtout dans les zones de guerre, où après avoir violé, on massacre la personne. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on met dans un mortier et qu'on est en train de piler? Vous avez déjà vu ça? C'est le cas chez nous. Et donc on ne peut pas se taire. Merci. Merci. Pour ajouter à cela, moi je dirais, par rapport à ce projet, on est intéressé d'abord pourquoi? Parce que dorénavant, ce sont des histoires qui se passent au quotidien. À nos côtés, là où nous habitons, si tu n'as pas un frère, tu peux avoir un voisin qui a ce genre de problème et qui parfois peut venir chez toi pour te dire, te parler, parce qu'il n'a pas où aller, ou à une autre personne se confier. Elle vient chez toi, elle se confie en toi. Et moi, en tant qu'artiste, je me disais déjà depuis longtemps, je vis avec ces gens. Je le vois, elles viennent, elles me racontent ce qu'elles vivent, mais comme elles n'ont pas où aller se plaindre, elles viennent chez moi. En tant qu'artiste, je m'étais dit, et par rapport à ce projet, je me suis dit, en tout cas, je vais prendre cette décision, de les accompagner, de les aider si possible, pour qu'enfin cette histoire s'arrête. Puisque c'est réellement, ça se vit, nous le vivons au quotidien. Ce ne sont pas des histoires qui sont racontées comme ça au hasard, ce sont des histoires vécues. Et comme nous sommes là, nous avons voulu vraiment les accompagner par notre métier qui est le théâtre. Et puis nous avons aussi la confiance, nous savons que cette histoire, un jour, ici on reviendra, même ici, même si on ne revient pas, vous aurez des échos, des informations que ça a marché. Et puis il y aura aussi des répercussions qui seront vraiment, vraiment très bénéfiques. Je suis là, je suis là seulement pour appuyer les amis, parce que moi je suis plus technique, plus costumière. Le costume aussi parle. Je suis là pour faire mon travail, pour passer le message par les tenues des spectacles que je vais faire, par le décor et tout. C'est un phénomène qui se passe chez nous, cette histoire-là de la violence, du mariage précoce, des Koulouna. Il y a un phénomène là-bas qu'on appelle Koulouna. Chaque fois, il y a des gens, il y a des garçons qui se réunissent comme ça, qui viennent, qui commencent à taper les gens, à voler dans la rue, même la journée. Alors, c'est un phénomène qui nous fait peur et je suis là pour dénoncer aussi cette violence-là. Mais dans mon travail de costume, c'est ça. Merci. Je pense que je vous donne la parole pour poser des questions, aussi pour des commentaires. On commence le dialogue parce que c'est un moment vraiment riche entre nous ici. Est-ce que quelqu'un a une question? Au début, c'est pas. Les bouteilles sont pour vrai, vous pouvez... Oui, c'est pas une décor. Je me demandais, je suis arrivée comme quelques minutes en retard, peut-être vous l'avez dit,
Mais je me demandais, vous avez dit que vous avez présenté une partie du projet hier, donc est-ce que l'écriture est terminée, la mise en scène déjà, ou vous avez juste comme présenté ce à quoi vous vouliez que ça ressemble? Vous êtes rendu où dans le processus, en fait? C'est ça ma question. Je peux répondre pour l'écriture, je vais laisser Pascal parler de la mise en scène. L'écriture est très avancée, je dirais que on est presque les 7/8e de l'écriture de terminer, mais il reste encore du travail à faire suite justement au laboratoire. On était un mois au laboratoire justement pour vraiment palper tout ça et s'assurer que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas totalement terminé, même si l'équipe repart, Marie-Louise et moi, on a encore un peu de travail à faire, mais d'ici quelques semaines, le texte devrait être terminé. Et vous, cher ami? Oui, bon, vous savez que c'est un travail de mobilisation sociale par le théâtre. Le théâtre, c'est quoi le théâtre? Le théâtre, c'est la vie, le microcosme. C'est un miroir, on se regarde. C'est pourquoi le texte, là, est vivant. Il est poignant, je vous assure. Il y a des termes, ça vous choque. Mais, qu'est-ce que nous avons voulu pour la mise en scène? Parce qu'on est en laboratoire, nous avons dit qu'il faudrait que ça puisse transpirer la réalité de la vie. Pour que ça soit captivant, il faudrait aussi un théâtre total. C'est-à-dire, il y a le chant, il y a la danse, il y a les mouvements, pour que ça puisse intéresser les gens. Parce que les gens viendront là-bas, ça ne sera pas payant, hein, les représentations, bon. Et les gens parfois sont occupés à autre chose, ça peut se jouer dans la rue, à des places publiques, on n'invite personne, c'est comme maintenant là. Ouais. Vous venez, vous allez au marché, vous trouvez les gens, les comédiens qui s'expriment là-bas. Il faut que ça vous intéresse. Et il faudrait maintenant des stratégies pour ça. Nous avons réfléchi ensemble, on a trouvé des voies, des pistes de mise en scène. On a pu faire quelque chose. On a composé des chansons sur base des images. Parce qu'on a compris qu'avec la technique des images, parce que les images ont une certaine force, ça reste. Ça frappe là, ça reste. C'est quand on vit, on a été agressé, l'image reste. Il avait une machette, il avait un couteau. Tu vois l'image, c'est ce que ça fait. Ça a une certaine force extraordinaire. Et c'est dans cette voie que nous sommes en train d'explorer. Et hier, on a essayé un peu de tester ça. Ça fonctionne. Merci. J'avais une question. En fait, c'était plus par rapport aux stakeholders, aux gens qui excusez-moi là, les gens en position d'autorité, en fait, qui ont un pouvoir d'appliquer les lois, de défendre le droit des femmes. Leur réaction, ce que j'ai compris du vidéo, c'est qu'elle était somme toute très positive. Les gens ont été encouragés par la cueillette de mots, c'est ce que j'avais semblé comprendre. Mais est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris de leur part? Parce que pour qu'il y ait un changement social, je pense que ça prend à la fois un réveil qui est amené par le théâtre, puis ensuite ça prend d'autres actions concrètes qui vont protéger les droits. Donc je me demandais comment on avance à 2 vitesses avec tout ça. Faire un lien avec le comité de pilotage, après je vous laisserai la parole. D'abord, il ne faut pas mélanger le comité de pilotage avec la justice congolaise. Le comité de pilotage, c'est une équipe de personnes qui ont accepté d'appuyer le projet et d'accompagner l'équipe artistique et de faire entendre leur voix pour ouvrir les passages. La justice congolaise, c'est une autre chose, et l'application des lois au Congo, c'est complètement une autre chose. Mais le comité de pilotage est là en appui pour essayer d'influencer, pour essayer de faire en sorte que des choses puissent avancer. Je laisserai mes collègues plutôt parler des lois congolaises et de la justice congolaise. Je peux? Vas-y, Elbaf. En fait, la justice dans notre pays existe. Et les lois aussi sont là. Comme partout à travers le monde, dans chaque pays, il y a une justice. Il y a des lois. Sauf que chez nous, généralement, les lois sont disproportionnées parfois. On peut même parler d'une justice à 2 vitesses. On vous attrape, on vous arrête pour viol. Si vous avez les moyens, vous en tirez calmement. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous allez purger votre peine en prison. Est-ce que c'est normal?
Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un peu plus de bruit. Pour que ces gens-là qui pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter, eh bien, qu'ils se détrompent en ce moment-là. Donc, les lois sont là, la justice est là, mais elles ne fonctionnent pas normalement. Voilà. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a de l'écoute de la part des autorités sur le projet? Ou pour ceux qui ont été avisés? Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute de la part, un appui, le comité de pilotage sert à appuyer le projet, mais est-ce que vous sentez que les autorités ont une écoute sur ce que vous faites? Mais déjà au niveau de la présidence, il y a une conseillère du président de la République qui est chargée des violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'écoute. Et pourquoi ça ne change pas? Si déjà au niveau du sommet de l'État, on a mandaté quelqu'un pour s'occuper de ce dossier-là, mais ça ne marche toujours pas. C'est parce que justement la justice ne fonctionne pas. La pauvre dame peut être saisie de beaucoup de cas, notamment chez les militaires. Mais les mêmes militaires, demain, on les retrouve en uniforme, dans des rangs. Et ça devient compliqué. Moi, il a dit ça. Il y a quand même l'attention du gouvernement à ce sujet. Et il y a des organisations aussi, il y a des femmes, des ONG qui sont engagées dans ce travail-là. Je crois que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas le même jour que ça change. Mais je crois quand il y a l'engagement de tout le monde, du sommet à la base, je crois qu'on arrivera à faire quelque chose. Il faut toujours oser. Il faut le dire, dénoncer, briser le silence. À part le théâtre, il y a aussi des panneaux, hein, avec des lignes vertes pour dire que, attention, il faut appeler, il faut faire ceci. Je crois que quand on parle de quelque chose, oh voilà, on le vole toujours ici. Je crois qu'un jour on attrapera le voleur. Je crois qu'il faut toujours espérer. Il ne faut pas qu'on se décourage et qu'on puisse aussi éveiller, dénoncer aussi ceux qui ne peuvent pas appliquer les lois. Je crois que le théâtre a aussi ce pouvoir-là. Parce que je sais que les artistes, bon, nous sommes là devant le feu, hein, parce que ceux qui font ça, peut-être des autorités, tout ça, il faut voir ça pas avec un bon regard. On peut essayer de contredire, oh, non, il faut censurer ceci, je crois, comme il y a un comité de pilotage bien musculé, je crois qu'on va les attaquer aussi. Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est que par rapport à ce que vous avez vu, ne voyez pas les costumes que les femmes ont portés. Ne voyez pas la beauté ou la grandeur de leur taille. Écoutez leurs textes. La partie qui a été filmée, c'est une sorte de pièce qui a été faite dans un rayon d'hommes aisés. C'est des femmes juristes, des cadres d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ces femmes nous disent, par exemple, pour avoir une promotion, il faut faire un sacrifice. Et mon collègue a dit qu'il faut être gentil, très très gentil. Les lois existent. Les institutions pour protéger la femme sont de la présidence jusqu'à la localité. Mais les problèmes, comme nous le disons dans ce que nous avons récolté, c'est que les problèmes de violence faites aux femmes étaient considérés comme normal dans nos traditions et dans nos coutumes. Et ce qui est dénoncé dans ce genre de travail, ce n'est pas ce que tout le monde considère comme dangereux. Un méfait, considérer une femme comme la 7e bête plus que le crapaud. Mettre la femme au rideau, considérée comme la femme de rideau. Il y a la maîtresse qui est maître qui a dit, par exemple, pour avoir une même portion de terre, il faut que la femme demande l'autorisation au mari. Il y a des femmes qu'on viole à 5 ans et qui restent pendant toute leur vie mal à l'aise. Il y a le phénomène enfant dissocié et les victimes, ce sont des petites filles. Dans le quartier, ces enfants sont malmenés, sont jetés, sont déconsidérés. La loi peut être là. Les bourreaux qui vous violent, il va corrompre, il revient le lendemain. Dans le texte, les gens qui nous ont dit comment je veux me considérer, moi qui ai été violée, comment sont considérées mes jeunes filles, ma dignité, vous pensez à ça? Si déjà on ne sait pas répondre au problème de salaire, vous pensez vraiment que les viols qui se passent dans le quartier où nous allons jouer sera considéré du coup, il faut une prise de conscience collective. Et nous avons prévu dans ces cadres de projet de donner la parole à ces autorités-là. Il y a 80 représentants qui sont programmés et nous allons commencer par les parlementaires qui votent les lois.
devant le juriste, devant ceux qui décident. Dans les comités de pilotage, nous avons une colonelle, de la femme la plus gradée de l'armée congolaise. Cette colonelle-là s'occupe des violences faites aux femmes. Mais quand elle retourne, elle nous dit, dans l'armée, c'est encore pire. Donc nous pensons que la loi est là, les institutions sont là, mais le problème, c'est que le problème est très loin à chaque stade de la vie. Et chaque stade doit chercher à boucher le trou pour qu'à la fin, cette bâtisse soit bien établie. Voilà pourquoi nous contribuons à cela. Je vais peut-être aussi, réponse complémentaire, là, le projet avait été effectivement pensé pour agir sur 2 niveaux, au niveau des communautés puis de la population, et tout ça avec notamment le théâtre social, et plus au niveau des autorités, au niveau du comité de pilotage, donc la sensibilisation qui fait partie d'une des étapes essentielles, comme Angèle l'avait dit tout à l'heure, des autorités. Et on voit des changements déjà. On avait des gens convaincus. On avait, entre autres, la ministre du Genre, l'ambassadrice du Canada, etc., là, qui étaient des très forts alliés, les gens d'ONU Femmes, par exemple. On avait aussi des gens qui n'étaient pas nécessairement des alliés naturels, comme le chef, le secrétaire national de l'Alliance des chefs coutumiers de Kinshasa, qui, je dirais qu'il n'est pas un allié, est un peu faible là, comme mot. Et qui, au bout de 1 ou 2 comités de pilotage, nous a demandé à Oxfam de faire des formations en lutte contre les violences faites aux femmes à ces chefs coutumiers de Kinshasa. Donc ça, pour nous, à date, c'est le plus gros, disons, gain ou action précise. Et c'est une des... c'est prévu, disons, l'imprévu est prévu dans le projet, en sens qu'on s'attend à un certain niveau d'engagement des gens qui siègent au comité de pilotage. La colonelle, je pense qu'elle a demandé aussi qu'on revienne à chaque semaine, ce qui est pas capable de combler ce besoin-là. Mais, et donc, il y a des demandes, il y a des actions qui vont être prises, qui s'appellent les projets émergents, qui est on prévoit des projets émergents, mais on ne sait pas lesquels vont être, il faut que ça vienne du comité de pilotage. Et ça vient avec notamment l'activité de condensation, où ils ont pris les 3200 pages, puis ils ont commencé à les condenser eux-mêmes, à les lire, etc. Donc, il y a une sensibilisation à très haute vitesse, si on veut, de ces gens-là. On ne peut pas garantir qu'il y a des résultats, mais on en voit déjà quelques-uns. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui. Excuse-moi. C'est toi, non? Oui, c'est ok, c'est moi. Justement, là, on parlait de la collecte de 3200 pages. Et moi, une de mes questions, c'est comment vous avez fait justement pour les collecter? Ça a été à travers donc, tout le Congo, ça a été des équivalents de centres communautaires. Je vais laisser Angèle. Et puis en fait, la réflexion qui me vient aussi, c'est que le simple fait finalement d'être allé collecter ces témoignages-là est déjà un mouvement, a déjà initié un mouvement des échanges, des discussions, puisque de donner la parole et j'imagine de nommer ce que chacune pouvait vivre, devait déjà commencer à faire monter, a dû commencer à initier un mouvement. Et puis, une autre de mes questions, c'est, on voit un homme à un moment donné qui se dit qu'il ne violera plus. Ma question, c'est comment est-ce que ça a été aussi reçu par la communauté masculine dans les villes. Je vais faire un bout, tu peux continuer de compléter, José. D'abord, pour ce qui est des groupes d'écrivains, parce qu'on ne dit pas les écrivains, hein, on se comprend, ce sont des personnes écrivantes et écrivains. Les groupes ont été identifiés avec le comité de pilotage. Ce n'est pas un comité fantoche, c'est vraiment un comité très, très en action. Donc, autant au niveau de la thématique du carnet que des groupes d'écrivains et d'écrivantes, ils ont été identifiés. Alors, avec José, avec tous les gens du comité de pilotage, on a fait le mapping complet de la ville de Kinshasa. Les 4 communes avaient déjà été présélectionnées, mais quel groupe, qui devrait écrire, quelle personne on devrait rejoindre. Et au Théâtre des Petites Lanternes, on a vraiment toute une structure de réseautage par rapport aux grandes cueillettes. Il y a déjà un gabarit avec lequel on travaille. On s'assure de ne pas oublier personne. On a travaillé avec nos partenaires congolais. Puis avec le comité de pilotage, puis après ça, on s'est dit, OK, on a 800 carnets, qui on va chercher, puis comment.
c'est vraiment le processus qui s'est fait. Maintenant, c'est vraiment que au sein de la ville de Kinshasa, en fait. Oui, 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 oui. Et juste faire une parenthèse, au début, la question, est-ce qu'on parle de l'Est? Parce qu'on sait, tantôt, Elbas en a parlé un peu de toutes les exactions, toutes les violences à l'Est. Ça a été voulu, ça a été demandé par le comité de pilotage aussi de ne pas faire le focus à l'Est, mais de se concentrer sur Kinshasa. La question des violences en situation de guerre, on peut en parler, puis il faut en parler, mais celle qui se passe dans nos villes, puis là je fais une parenthèse qui se passe chez nous, hein, on voit ce qui se passe depuis 2 semaines, c'est absolument pas différent. Mais nous, est-ce qu'on utilise notre théâtre pour le dire? Qu'est-ce qu'on fait chez nous par rapport à ça? Je ferme la parenthèse. Mais quand même, c'est pas exceptionnel. Ce qui se passe au Congo, c'est pas parce que c'est au Congo. On se rend compte que c'est une situation qui est endémique partout dans le monde. Mais je vais laisser José un peu voir comment ça s'est fait sur le terrain. D'abord, par rapport à la sélection du public, nous avons retenu 4 communes qui représentent la vie à Kinshasa. La commune de Limete, c'est une commune anciennement industrielle. Il y a beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, c'est presque en ruine. Et ceux qui travaillaient sont restés dans le quartier de Limete. La commune de Lemba, c'est un quartier, c'est une commune universitaire. Donc l'université, la grande université se trouve dans la commune de Lemba. Et les personnes qui sont là sont de M. Arvest, et je les connais. La commune de Massina, c'est une commune entre la ville chaude et le quartier, on appelle d'ailleurs le chinois. C'est une commune populaire. Par contre, la commune de Nzélé, c'est une commune qui est dans la périphérie. Donc, le 4 communes représentent au moins les réalités sociales qui se trouvent dans la ville de Kinshasa. L'administration est beaucoup représentée à Limete. Et dans ce cas, nous avons utilisé le comité de pilotage, parce que dans les comités, nous avons les autorités de la ville de Kinshasa qui nous donnent une carte démographique de la ville. Nous avons constitué 32 groupes. Et les 32 groupes reprenaient les pasteurs, reprenaient les écoles, reprenaient les universités, les industries, les marchés, les associations et différents mouvements des femmes. Nous sommes donc descendus avec un groupe de 16 animateurs pour descendre pour pouvoir rencontrer les points focaux dans chaque commune. Pour arriver dans un quartier comme à Kingabwa, c'est un quartier très chaud où les phénomènes bandits de la rue, qu'on appelle Koulouna, est très présent. Il ne fallait pas entrer avec être en jean ou être bien vêtu. Il faut donc se faire introduire par quelqu'un du coin. Et nous avons trouvé un leader de la cité. Le leader nous dit, voilà, je veux réunir les femmes, par exemple à l'église ou dans les jeunes sportifs. Et ce sont ces jeunes-là, ce sont ces leaders-là, 32 leaders, qui nous ont introduits là où les gens étaient étonnés et devaient nous parler. Pendant les enquêtes, les gens n'étaient pas pressés. D'abord c'était anonyme, mais nous avons commencé par nous familiariser avec eux. Vous avez vu, notre animatrice a essayé de faire des jeux. C'est des jeux que nous avons apportés et qui étaient aussi inventés par les écrivains. Cette mise en commun entre nous et le problème les a tellement poussés à leur dire, si vous ne dites rien, personne ne dira. Et ce qu'ils ont dit, c'est leur intimité. Nous l'avons posé comme leur trésor. C'est ce qui leur reste encore. Parce qu'une femme qui est battue par son mari et les voisins ne peuvent rien dire, parce que s'il essaie d'entrer dans son mariage, c'est le mariage qui disloque. Et si le mariage est disloqué, dans le texte on dit « je suis resté pour les enfants ». Cette femme te dit sa vérité. Donc elle croit que si toi tu l'entends, comme disait Nadine, tu dois lui apporter la solution. Donc c'est dans cette ambiance d'intimité, de fraternité et de complicité que nous avons récolté ces mots-là. Ces mots étaient aussi dits par les hommes que par les femmes. Nous avons organisé les enquêtes de récolte et nous avons séparé les mamans dans leur coin et animés par des mamans. Donc les animatrices, c'était elles qui parlaient aux mamans, comme ça, s'il n'y avait pas de barrières. Et les hommes avaient reçu les groupes d'hommes, et les groupes d'hommes de toutes les tendances. Ceux-là ont aussi dit, dans leur débat, le schéma d'écriture avait 3 parties. Mettez-vous une référence, mettez-vous sur des références. Qu'est-ce qui était avant? Ce qui était avant, c'est ce que vous considérez sans jugement. Ne donnez pas votre point de vue. Dites-nous ce qui s'est passé. Et ne dites à personne, dites sur un papier. Elle parlait même, dans la vidéo, on a vu que c'est des cadres qui parlaient. Mais si vous regardez, vous fixez sur l'image, l'expression, il y a des gens qui pleuraient. Parce qu'ils se disaient, si je ne le dis pas aujourd'hui, pour moi c'est fini. Et il n'y a personne qui va me juger, je suis la seule responsable de ce que je dis. Nous sommes passés par ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Enfin, nous sommes allés, qu'est-ce que vous proposerez au cas où vous avez une portion de pouvoir?
si c'est vous qui devez décider pour un lendemain meilleur. Et le thème principal qui nous était proposé par la madame l'ambassadrice, plus beau qu'avant. C'était un mot qui est dans notre hymne national. Plus beau qu'avant. Comment voulez-vous vivre avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous êtes en train de faire maintenant? Parce que le garçon a dit, je ne veux plus violer. Il a pris conscience. Mais dans le futur. Voilà donc l'ambiance dans laquelle nous avons récolté ces mots. Et quelle était la particularité pour les hommes? À la fin de chaque écriture, nous fermions le cahier, on ne savait même pas de quoi il s'agissait, et nous avons commencé à dialoguer avec eux, avec un conseil psychosocial qui était là. Nous nous sommes rendus compte que c'était très bien. Mais je vais vous dire une chose, que pendant la récolte, pendant la condensation, il y a des gens qui pleuraient, parce qu'on se mettait tout le jour en face d'une réalité que nous considérons extérieure. Mais cette réalité était devenue la nôtre. Et pendant 2 semaines de condensation, nous nous mettions à chaque étape comme un feuilleton cinématographique qui a une partie qui venait et qui vous disait « réveille-toi ». L'autre partie « mais c'est toi qui es à la base, mais c'est pas moi, mais si c'est pas toi, c'est quelqu'un le tien. Si c'est pas quelqu'un le tien, c'est ton frère, ou alors c'est toi qui n'as pas fait ça. C'est pourquoi cette personne est arrivée à ce niveau-là. » Donc c'est dans cette ambiance-là que nous sommes arrivés à l'étape où maintenant les artistes sont en train de prendre les chocs que nous avons vécus sur le terrain, que nous allons encore revivre en leur ramenant cela. Mais une seule différence, cette fois-là, les gens vont se dire, c'est moi qui ai dit cette phrase-là. Donc on m'entend. Oui, merci beaucoup. Je m'excuse vraiment, j'ai raté la vidéo. J'avais 2 préoccupations. La première, c'est que c'est quoi les publics congolais? Oui, je comprends, mais est-ce que vous allez faire des représentations ici au Canada aussi, pour le public d'ici? Ça, c'est en première. Et deuxièmement, c'est les causes et les effets. Vous avez fait votre dépouillement, vous avez choisi les textes et tout, mais est-ce que vous avez essayé de faire le lien des causes à effet? Parce que ce n'est pas quand même quelque chose que l'être humain fait de manière naturelle, quand même, hein, dans certaines circonstances. Mais la pauvreté. Et la pauvreté qui se vit au Congo aujourd'hui est telle que c'est la loi du plus fort. Bon, dans le viol, j'ai entendu parler des viols des femmes. Est-ce qu'avez-vous pensé au viol des hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé? Les conséquences, les causes et les conséquences, la pauvreté. J'ai entendu Elbas parler de la justice, ainsi de suite. Je suis congolais d'origine, donc je comprends très bien ce que vous dites, mais cette justice-là, est-ce que vous allez mettre cette justice sur la scène, hein, de manière claire et nette? Parce que nous savons que parfois, souvent d'ailleurs, nous les artistes, nous nous autocensurons hein, pour nous protéger un peu. Mais nous savons très bien que la justice, comme on dit chez nous, le poisson commence à pourrir à la tête. Hein? Nous avons à la tête un président qui a fini son mandat, qui ne veut pas partir, qui reste par la force. Nous avons des ministres qui sont là par la force. Nous avons des hommes d'affaires qui confisquent les terrains par la force. C'est la loi de la force. Et le viol n'est que un maillon peut-être final de cette chaîne-là, de la violence, le fort versus le faible. Est-ce que vous allez rester périphérique pour vous protéger? Je ne vous pousse pas à l'exil, comme moi. Mais je dis, est-ce que vous aurez assez de force avec la protection de l'ambassade et puis de ceux qui vous entourent pour mettre vraiment le doigt sur la plaie? Ou vous allez juste caresser tout autour? Voilà, c'est ce que je vous dis. Merci. Je vais commencer, je ne sais pas, poursuivre peut-être. Ici, il y a une tirade, il y a quelque chose, on dit, les lois sont là, elles existent, mais elles ne sont pas mises en application. Si rien n'est fait, chaque jour qui passe, nous sommes en train de massacrer notre société à petit feu. Comme ça, de créer un véritable frein à notre développement. On dit encore, il faut agir, nous le savons tous. Et s'il vous plaît, ne tirez pas sur le messager. Au fait, ici, avant de laisser la parole à José,
je vais dire, Elbas a dit ça avant. Effectivement, chez nous, les faiseurs de loi ne respectent pas la loi. Il y a des choses qui se passent chez nous. Quelqu'un peut venir, vous faire tout ce qu'il veut. Vous n'irez nulle part. Parce que le nom qu'il porte, les titres qu'il a, vous n'avez pas où aller l'accuser. Vous ne pouvez même pas. Vous allez préférer rester là et mourir, souffrir. Donc ça dépend de vous. Faites ce que vous voulez. Mais avec ce projet, nous avons dit, au début on dit, nous nous sommes mis debout. Nous allons faire du bruit. Nous savons que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ça prendra du temps. Mais nous ferons du bruit jusqu'à ce qu'ils regarderont de ce côté-là. Peu importe ce qu'on utilise, nous savons que tout a été... Il y a la gangrène partout. Dans tout le secteur. Vous avez bien cité, en commençant par oui. Mais nous avons choisi ce terrain-là pour commencer à vraiment revendiquer, pour commencer à militer. Donc, comme on dit, il vaut mieux commencer par quelque chose. Nous avons choisi ce terrain-là. Après, on verra. Aujourd'hui, on peut dire, oui, le viol est là. Il y a des raisons. Même un Koulouna, quand vous l'appelez, vous demandez pourquoi tu fais ça. Il a sa raison, il vous dira, je fais ça parce que je ne mange pas. Quand je vois les autres manger là-bas, moi ça m'énerve. Pourquoi tu ne manges pas? Là maintenant, ça commence à évoluer. Vous allez voir que non, ce sont les parents qui sont irresponsables. Ils n'arrivent plus à supporter leurs enfants. Les parents n'arrivent plus, pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés. Ils sont mal payés pourquoi? Parce que l'État, et ça monte. Mais nous devons commencer par quelque part. Qui nous écoute aujourd'hui ou pas, nous sommes là, nous ferons du bruit. Nous ferons du bruit jusqu'à ce que cette violence-là s'arrête. Jusqu'à ce que les choses changent. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Vous qui nous regardez de l'extérieur, quand vous nous voyez, je parle à Lila, mais pour vous, nous sommes des rescapés, n'est-ce pas? Mais oui. Mais oui. Parce que quand quelqu'un vient chez nous, la première chose, il dit, mais comment est-ce que vous vivez comme ça? Mais nous-mêmes qui souffrons là, on ne sent même plus ça. Quand vous nous regardez, nous avons les sourires, nous sommes bien. Mais c'est un semblant. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Hein? Donc, quelque part, nous militons dans ces projets parce qu'au début, j'ai dit, chacun de nous, chacun des Congolais est victime. Et nous voulons que les choses changent. Nous commençons par ça et nous allons monter et aller jusque là où les changements vont arriver. José, excuse-moi, je te vole quelques secondes pour apaiser mon ami Ali. Ali, moi je ne suis pas défaitiste. Moi je suis convaincu que si les lois sont véritablement appliquées, ce peuple-là peut changer. Même en l'espace d'une semaine. Je te le dis parce que tu sais que lorsque on remonte dans le temps, tu sais que le Premier ministre, à l'époque grand opposant, il devient Premier ministre, les choses ont changé sans qu'il ne dise un mot. C'est pour dire que le peuple voulait un changement. Ok? Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, arrive. Il a changé des choses comme ça. Comme par un coup de baguette magique, pouf, les choses ont changé. Chez nous, tu ne pouvais pas te promener avec de l'argent en main. On appelait ça Biloko Mabé. Et Biloko Mabé, qui peut me le traduire? Biloko Mabé, c'est comme si tu te promènes avec une bombe. Et la police tombe dessus, ben, il te l'arrache. Mais ça a changé en l'espace de quelques semaines. Et donc moi je suis convaincu que si les lois sont véritablement appliquées, les choses peuvent changer.
Ce peuple-là, il est très discipliné, mais il aime une discipline un peu à la chicotte. Pour le patron, il faut... Alors maintenant que nous avons pris la résolution de faire du bruit et de le faire davantage, de les pointer du doigt, Ali, sois-en assuré que les choses vont changer. Après tout, Kabila, ce n'est pas un dictateur. Si tu veux connaître sur ce terrain la politique, Kabila n'est pas un dictateur. Kabila, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir et qui a pris goût. Il n'a pas de réflexe d'un dictateur. Ça, je te le garantis. Sinon, il n'y aurait plus d'opposants. Sinon, il n'y aurait pas tout ce bruit que tu entends là-bas. Les insultes qu'il reçoit chaque jour qui passe. Un dictateur, ça ne t'insulte pas comme ça. Ce n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui a pris goût au pouvoir. Et il veut s'accrocher. Okay, le temps de s'enrichir. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport au public. Nous allons nous adresser à qui? Comme je le dis, nous avons 80 spectacles à donner dans la ville, dans les 4 communes de Kinshasa. Et après, nous allons commencer notre spectacle à l'Institut français. L'Institut français, c'est les panthéons des hommes où le seul lieu où on peut suivre du théâtre des bonnes valeurs. Donc, ceux qui ont encore le temps, qui peuvent se retrouver dans leur bureau climatisé, qui décident pour nous, vont venir à cette représentation-là. Nous allons descendre au Parlement, parce que c'est eux aussi qui sont souvent à la base de ne pas sanctionner les juristes. Et nous allons descendre maintenant à la cité. À la cité, nous allons être dans les milieux scolaires. Et dans notre texte, nous avons dit, nous devons aider cette jeunesse à connaître la vérité. Parce que le grand problème, c'est que l'information ne circule pas auprès de ceux qui en ont besoin. Les médias ne nous font que des désinformations. Vous pouvez suivre la radio, quelle que soit la chaîne, vous aurez 90% des informations qui font peur. Comme si le lendemain sera fatal. Or, c'est pas vrai. Chez nous, c'est pas ça. Un autre problème, nous allons descendre là où les gens ont parlé, donc dans les quartiers périphériques, là où nous sommes sûrs que le courant est un luxe, là où l'eau est un droit, mais qui n'est pas accordé à tout le monde. Nous allons descendre dans ces milieux-là, où les gens mangent parfois une fois chaque soir, mais aussi avec beaucoup d'efforts. Et dans le texte, on les dit, nous ont dit, la famille a faim. Et quelqu'un a dit, pour manger, il faut voler. Mais là, je rentre maintenant au point qui est un grand souci pour nous, la pauvreté. Cette définition de la pauvreté n'est pas vraie pour le Congolais. Nous considérons une pauvreté identifiée, calée selon les normes et selon les institutions internationales. Non, le Congolais n'est pas pauvre. Le Congolais, on veut qu'il soit pauvre. Et c'est pourquoi l'institution, la partie éducation dans ces combats est très importante. Qu'est-ce que l'enfant doit faire pour que demain, il ne soit pas toujours à la traînée des institutions, des multinationales? Enfin, même si tu as un titre, tu es en train de croire que tu n'as rien. C'est ce qui est la base. Vous avez demandé les causes et les conséquences. C'est qu'on nous fait miroiter qu'on est malheureux. On nous fait miroiter qu'on n'a rien. On nous fait miroiter qu'on doit toujours quémander. Non. La première phrase de notre hymne national nous dit « Debout, Congolais ». Quand vous demandez « Ali, viens », la première chose que tu vas faire, c'est de voir qu'est-ce que tu as autour de toi. Valoriser ce que tu as et puis voir pour qu'on t'appelle. Ce que nous avons toujours remarqué, que ce soit dans la loi, dans la justice, dans la famille, c'est qu'on ne nous a jamais dit qu'est-ce que nous avons. C'est pourquoi on croit qu'on est pauvre. Tous ceux qui sont à la cause de notre malheur connaissent ce que nous valons et nous masquent ce que nous connaissons. Et dans le texte, les gens nous disent, avant, la situation était bien. Et les garçons disent, mais c'est la coutume. Et les femmes, c'était pour qui cette coutume? Donc, vous devez vous rendre compte, la pauvreté, elle est vraiment manipulée, elle est entretenue chez nous pour que cette violence ne cesse pas. Et ce spectacle donne un autre son de cloche pour dire, hey, réveillez-vous, vous n'êtes pas pauvres. Vous avez 60% de jeunes et cette jeunesse ne travaille pas. Vous avez les climats les mieux organisés. Dieu vous a tout donné. Vous avez les 450 sortes de minéraux. Réveillez-vous, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça, on ne le dit pas. On ne veut pas le dire. Et dans cette pièce, on le dit. Nous ne sommes pas pauvres. On est pauvres parce qu'on veut qu'on reste là. Le fait de constater que cette amie et à moi, la fille qui est violée, c'est ma soeur, je crois que ça va nous réveiller pour aller plus loin dans les causes et les conséquences. Mais je vous assure, hier, on a joué au Canada. Et c'était devant 90% des Canadiens. Les réactions que nous avons eues à la fin, comme a dit le professeur, c'est que les gens ne voulaient pas sortir. C'était tellement vrai, c'était tellement beau, c'était tellement intéressant qu'on se disait, écoutez, je vous demande d'avoir cette pièce
quand ça va sortir entre le mains des théâtres latins. Alors, le travail en général, on commence à finaliser cet échange-là. Et oui, c'était vraiment dans cet esprit-là. Pour répondre à la question, est-ce que le spectacle va venir au Canada, on le souhaite. On le souhaite bien. On est en train d'amorcer des démarches dans ce sens-là, mais je pense qu'on s'oriente plus vers 2019, le temps de sortir la production à Kinshasa, que ça puisse se faire. On sait que c'est long. Je voudrais revenir sur l'art social, puisque c'était ta première question, Naï, puis ce qui était apporté tantôt par Nana et par Pascal. Il y a un déterminant pour moi dans l'art social qui est celui qu'on doit regarder d'abord qu'est-ce qu'on peut changer autour de nous. C'est comme la pierre qu'on lance dans l'eau. On lance une pierre dans l'eau, il y a un effet. Et c'est là qu'on doit commencer. L'art, c'est là que son travail commence. Notre responsabilité, c'est pas d'aller changer le président du Congo. Notre responsabilité, c'est de voir, nous, artistes, qu'est-ce qu'on peut faire autour de nous. Et nous, au Québec, nous, artistes, femmes et hommes, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles? Nous, artistes ici. Est-ce qu'on est capable de se mettre debout, comme les artistes congolais, pour dire quelque chose? Et pour que les choses changent tranquillement autour de nous. Alors, si je ramène à l'art social et à l'objectif de l'art social, pour moi, c'est de dire comment, comme artiste, on est capable d'entendre ce qui est autour de nous et avec notre expérience, de traduire sur la scène pour commencer, je dis bien, un changement. Après, qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et comment vous allez transformer vous-même votre milieu? Et moi, et Carole Nassau, Maud Gendron-Legevin, l'équipe du groupe de recherche sur l'enseignement théâtre, MSI, là, toute l'équipe des artistes congolais, à Angèle Séguin, à Maxime de d'Oxfam, mais aussi à Pascal de d'Oxfam d'avoir organisé avec nous là, cet moment spécial. C'est vraiment riche pour ici pour notre travail d'enseignement de théâtre, aussi pour notre action en tant que militant, artiste aussi, dans l'espoir. Merci à vous, merci vraiment.